Bonjour, on va donc parcourir ensemble les fonctions essentielles du logiciel Scratch. Dans un premier temps, il faut installer le logiciel. Donc vous allez dans Google, vous tapez Scratch et vous choisissez donc le Offline Editor, vous cliquez dessus. Vous arrivez devant un bouton Installation. Donc bien entendu, vous installez Adobe Air, donc soit la version Mac, soit la version Windows. Et donc ici, une fois que donc, vous la téléchargez et vous l'installez, ici vous avez ce qu'on appelle le logiciel Scratch. Vous choisissez la version soit Mac à télécharger, soit Windows. Et bien entendu, vous l'installez et vous aurez bien entendu ceci. Donc vous lancez le logiciel et vous êtes en présence donc de cette interface composée de trois parties. Donc ici la scène, donc à droite ici la partie réservée au script, donc au programme que l'on va écrire. Et donc là, dans la partie centrale, vous avez toutes les catégories, donc mouvement, apparence, son, stylo, données, événements, contrôle, capteur, opérateur, ajout, T-bloc. Nous, on va plutôt s'intéresser, on ne va pas s'intéresser au son, on va plutôt s'intéresser à toute la partie mouvement, apparence, stylo, données, événements, contrôle, etc. Alors, première chose à faire, avant d'ouvrir un nouveau dossier, un nouveau fichier, bien sûr, on peut faire tout simplement nouveau. Alors, première chose à faire, on va essayer de modifier ce lutin qui est ici un chat et qui s'appelle lutin 1. Donc, pour pouvoir dessiner, je vais choisir dans la bibliothèque qui est là, vous voyez, choisir un lutin dans la bibliothèque. Et donc, je vais choisir une chose que je déroule ici. Donc, je vais essayer de retrouver un stylo parmi les choses. Voilà. Donc, ici, j'ai un stylo que je choisis. Donc, le chat qui est là, je vais le supprimer. Et donc là, je suis en présence d'un stylo. Je peux bien entendu modifier son appellation et l'appeler tout simplement stylo. Voilà, donc ici, le stylo, comme vous le voyez, je peux le déplacer. Je peux le déplacer. Là, vous avez les coordonnées. Vous voyez, donc ici, vous avez ma souris. Le stylo, là, il est à moins 82, moins 38. Donc, vous voyez, donc là, je déplace et j'ai les coordonnées, la position donc du stylo. Alors ici, pour pouvoir effectivement avoir un trait qui va démarrer avec cette pointe, je vais aller dans costume et première chose, je vais déjà essayer de réduire sa taille. Donc je vais réduire sa taille comme ceci, par exemple. Voilà, un tout petit peu plus grand. Voilà. Ensuite, je vais essayer de m'arranger pour que la pointe du stylo, c'est-à-dire que le trait commence exactement à ce point-là. Donc voici, et c'est terminé. Donc voilà pour je reviens à mes scripts. Et donc si vous regardez bien, euh, on va commencer donc par créer, on va commencer par exemple à apprendre à tracer un trait. Alors, tracer un trait, ça veut dire qu'il va falloir déplacer le stylo, soit verticalement, soit horizontalement, etc. Donc, si vous regardez bien, le stylo est dans l'inclinaison de 90 degrés. Donc ici, vous avez, bien sûr, on peut modifier cette orientation en cliquant là-dessus. Et donc là, pour retrouver 90 degrés, voilà. Donc je suis à 90 degrés. Alors je vais demander au stylo de se déplacer vers la droite. Donc je vais créer ce qu'on appelle d'abord événement. Je vais créer donc ici un événement et je vais donc introduire le drapeau vert qui me demandera d'exécuter le programme une fois que j'aurai cliqué dessus.
Je vais agrandir un petit peu pour que ce soit visible. Voilà. Je vais donc insuffler un mouvement au stylo. Donc je vais lui demander par exemple d'avancer de 10 pas. Donc si je lui dis avancer, allez, on va le dire de 100 pixels. Avancer de 100 pixels. Donc j'exécute le programme et vous voyez que le stylo a avancé de 100 pixels vers la droite. Si je rappuie une deuxième fois, il va se déplacer encore de 100 pixels vers la droite. Bien entendu, si je refais la même chose, mais je lui demande d'avancer de moins 100, en fin de compte, je le fais reculer. Je clique dessus et le stylo, bien sûr, voilà. Et encore, voilà. Je reviens maintenant à ma position initiale, donc plus 100. Alors encore une fois, maintenant comment je peux dire au stylo, en le déplaçant de 100, de tracer un trait horizontal. Je vais donc introduire, je vais prendre mon stylo et je vais lui mettre mon stylo en position d'écriture. Donc là, si vous voulez, dans le programme, lorsque je vais cliquer sur le drapeau vert, le stylo va se mettre en position d'écriture et il va m'écrire, il va me tracer, on va voir ce qu'il va faire, il va donc tracer un trait. Oui, il va tracer un trait qui a quelle couleur? Qui est de couleur bleue. Pourquoi? Parce que la couleur retenue ici est bleue. Si je choisis une autre couleur, couleur rouge, je clique de nouveau. Donc là, bien entendu, il faut indiquer au stylo donc la couleur que je vais modifier. Voilà. Donc je reviens à ma position initiale, je le repose ici et je clique de nouveau. Et vous voyez là, j'ai un trait rouge parce que j'ai choisi de mettre la couleur du stylo à rouge. Alors vous avez compris ici, en déplaçant mon crayon, j'aurai forcément un trait qui se trouve quelque part ici. Et ce qui est désagréable, c'est que toute cette partie-là, je peux effectivement, j'en ai pas vraiment besoin. Je vais donc ajouter un bloc ou une brique qui dira d'effacer tout. Donc une fois que avant de se mettre en position d'écriture, il va tout effacer. Vous voyez? Il va tout effacer. Voilà. Et donc là, il va se mettre en position d'écriture. Donc je reviens ici. Vous voyez, ce trait-là va être effacé. Voilà. Et donc là, si je reclique, bien sûr, il va effacer le trait précédent et il va avancer de 100. Il va effacer le trait précédent, il va avancer de 100. Autrement dit, j'aurai simplement un seul trait à chaque fois. Voilà. Donc je reviens. Donc vous avez remarqué une chose, c'est que le trait que je viens de tracer est un trait qui n'a pas suffisamment d'épaisseur. Je vais donc essayer d'augmenter cette épaisseur-là et donc d'ajouter 1 à la taille du stylo. Donc ici, je vais ajouter 1 à la taille du stylo. Et donc là, vous avez compris que le trait est légèrement plus prononcé. Donc je peux augmenter cette taille-là et la ramener à 5. Et là, vous avez un trait beaucoup plus important. Bien sûr, je peux augmenter le nombre de pixels et j'aurai un trait beaucoup plus important. Voilà. Donc voilà pour tracer un trait. En fait, au lieu d'ajouter une quantité à la taille du stylo, on va plutôt utiliser le bloc mettre la taille du stylo à. Donc ici, j'ai choisi de mettre la taille du stylo à 5. Autrement dit, mon stylo est là. Quand je vais cliquer, j'aurai un trait. Alors tout à l'heure, vous avez remarqué qu'à chaque fois que je fais tourner le programme, la taille du stylo est augmentée, incrémentée de 1, de 2, ce qui fait que j'avais un trait de plus
en plus important. Donc ici, bien sûr, je continue, je continue. Et vous remarquez que ici, à chaque fois, je suis obligé de ramener mon stylo à une position que je choisis. D'accord? Et là, je vais introduire pour vous une autre notion qui est la notion de bloc. Donc, on va créer ce qu'on appelle un bloc. Alors ici, je vais aller dans Ajouter bloc. Je vais créer un bloc. Je vais l'appeler réinitialisation. Vous lui donnez le nom que vous voulez. D'accord? Donc, je fais OK. Et donc, j'ai défini un bloc. Ce bloc-là, je vais l'insérer dans mon script. Et je vais demander donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc, première étape, je vais d'abord, vous voyez, le stylo, quand j'exécute ce programme-là, quand je l'exécute, voilà, il est là, j'ai mon stylo. Donc, je vais lui demander de retourner à la position de départ et en même temps d'effacer le trait. Donc ici, je vais donc aller dans stylo, je vais écrire ici effacer tout. Et ensuite, alors je vais monter un peu parce que j'aurai de l'espace, effacer tout. Et je vais bien sûr, en effaçant le trait, je vais lui demander de, bien sûr, s'il efface tout et si je le ramène à cette position, il va de nouveau écrire. Donc je vais lui demander de relever le stylo. Donc là, je vais cliquer sur relever le stylo. Autrement dit, si j'exécute cette partie du programme, vous voyez ce qui se passe? Donc, je lance le programme, voyez, je lance le programme, il est là. Il me trace un trait. Je vais donc réinitialiser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord effacer, et relever le stylo. Donc, il efface, mais le stylo est exactement à la même position. Je vais lui demander de systématiquement me ramener le stylo à cette position-là. Comment je fais? Ici, vous regardez bien, vous avez des coordonnées. Vous voyez les coordonnées. Mon pointeur, là je suis à moins, là je suis, regardez bien, à moins 158, moins 24. Je vais donc demander à d'aller donc. Alors, il faudrait que je retrouve la rubrique. Donc, bien sûr, comme c'est un mouvement, donc je vais dans mouvement. Et là, vous voyez, aller à. Aller à. Alors, je vais bien sûr lire où est ma position. Je veux cette position-là. Je lis à peu près moins 105, moins 172, moins 22. Bon, je vais entrer ici moins 170, moins 170, moins 30. J'exécute le programme, regardez bien ce qui va se passer. Vous voyez, systématiquement, mon stylo va revenir à la position moins 170, moins 30. Voilà. Alors maintenant, comment je vais introduire, donc ça c'est un bloc que j'ai créé, il s'appelle réinitialisation. Donc je vais me déplacer un petit peu, je vais réduire la taille de mon, parce que sinon on ne voit pas très bien, voilà. Je vais donc prendre le bloc ici, le bloc, je vais dans données ici, pardon, dans bloc réinitialisation. Alors regardez ce qui va se passer cette fois-ci. Je vais donc exécuter le programme. Donc premièrement, il va effacer tout. Effacer tout, est-ce que j'ai besoin de garder ça? Je vais le supprimer. Voilà. Et donc on y va. Le programme va se mettre en position écriture. Il écrit et revient. Alors bien sûr, on n'avait pas eu le temps de voir. Ce que je vais faire ici, je vais ajouter un délai d'attente. Je vais attendre quelques secondes avant de réinitialiser. Alors je réexécute le programme. Regardez bien.
il trace le trait, il attend 2 minutes, et bien sûr, il applique la réinitialisation. Il revient à sa position de départ. Bien sûr, si j'enlève relever le stylo, si j'enlève relever le stylo ici, qu'est-ce qu'il va faire? En revenant à sa position de départ, il va me tracer un trait. Regardez bien. J'exécute. Voilà, là, il m'a voyez, donc je reprends. Il revient. Voilà, donc là, pour le moment, vous voyez, il n'efface pas le trait parce que je n'ai pas relevé le stylo. Et donc là, je le remets. Je réexécute mon programme. Et là, c'est terminé. Donc voilà comment fonctionne le programme création d'un bloc. Quand vous avez besoin de répéter une opération, vous pouvez créer autant de blocs que vous le souhaitez. Alors maintenant, grâce à cette rubrique-là, admettons que je veuille tracer par exemple, tracer, euh, par exemple un, un carré, d'accord? Tracer un carré, tracer un triangle, etc., etc. D'accord? Alors on va essayer de faire ça. Très bien, donc là j'ai sorti le bouton réinitialisation. Donc si je clique, je suis toujours à la position moins 170,39. Alors si j'exécute le programme, forcément qu'est-ce qui va se passer? Je vais avancer de 150, je vais attendre une seconde, je vais mettre le stylo en taille 5, et bien sûr je vais attendre une seconde. C'est parti, voilà, je reclique une deuxième fois, je réinitialise pour revenir à ma case de départ en effaçant le trait, et voilà. Maintenant, on va passer, admettons que je veuille par exemple tracer un carré, dessiner un carré, donc de côté 150. Je vais dans Mouvement et je vais donc avancer de 150 et je vais tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici, regardez bien ce que je vais faire. Je vais entrer ici 90. Je vais exécuter le programme. Premier trait, attendre une seconde et le stylo va se retourner. Donc je reviens, je vous montre. Donc là, j'ai tracé mon premier trait et j'ai tourné de 90 degrés. J'exécute de nouveau le programme une deuxième fois. Je trace un trait et mon stylo tourne de 90 degrés. Puis une troisième fois. Mon stylo tourne de 90 degrés, puis une quatrième fois. Et donc là, j'ai tracé mon carré. Et si je réinitialise, bien sûr, mon stylo est en position de départ. Donc là, pour exécuter ce programme, j'ai dû répéter la séquence 4 fois. Je vais donc utiliser la boucle répétée 4 fois que je vais placer ici. Et donc là, répéter 10 fois, ça sera répété 4 fois. Je vais exécuter le programme et là, bien entendu, il y a toujours une attente de 1 seconde, ce qui vous permettra de voir le stylo se déplacer et en même temps le stylo pivoter de 90 degrés. C'est parti. Premier trait, on pivote. Deuxième trait, on pivote. Troisième trait, quatrième trait. Et si je réinitialise, je reviens à ma position de départ. Je peux éventuellement ajouter une attente de 1 seconde entre le moment où ça tourne pour que l'on puisse voir un peu mieux. Alors voilà, c'est reparti. Je clique. Voilà, le mouvement est vraiment décomposé, voyez. Et voilà. Et bien sûr, si à ça je rajoute la réinitialisation, rappelez-vous le fameux bloc qui ramène, qui efface tout et qui relève le stylo. Donc si j'exécute 2, 3, 4, 5, 6, et bien sûr, on va effacer ensuite. Voilà. Voilà donc une première série d'instructions donc euh,
la boucle donc répétée 4 fois. Alors admettons que je veuille bien sûr, par exemple, dessiner un premier carré et puis me déplacer et dessiner un deuxième carré et ainsi de suite. Très bien, donc pour tracer un deuxième carré, on va donc une fois que le carré a été construit, bien sûr, on va revenir à la case de départ ici et on va avancer donc, on va tracer un trait, on va avancer cette fois-ci de 200, on va avancer de 200 afin de tracer un nouveau trait. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais avancer de 200, on y va. Donc on va tracer notre premier carré qui fait 150 de côté. Donc 150, forcément il va arriver là. Et là il va tracer 200. Donc le stylo va finir ici. Et donc l'idée c'est de tracer donc un deuxième carré. Alors on va tout simplement faire ceci. Donc je vais réinitialiser. Voilà. On va tout simplement faire un dupliqué. Je vais donc dupliquer cette séquence répétée 4 fois que je vais placer ici. Bien entendu, répéter 4 fois. Alors attendez, je vais diminuer un petit peu la taille. Donc je vais supprimer avancer. Voilà. Supprimer. Supprimer. Je vais grossir un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais exécuter. Alors voilà ce qui va se passer. Regardez bien. Alors attendez, je vais diminuer un petit peu. Voilà. Je vais exécuter. Voilà, c'est parti. Donc vous avez compris que là, une fois rendu ici, j'ai avancé de 200, puis après bien sûr avancé de 150, ce qui explique ce petit... donc là, l'idée c'est de supprimer ce petit trait. Vous voyez, donc là, je vais réinitialiser pour vous remontrer. Hein. Donc je repars. Premier carré. Voilà, premier carré. Donc une fois à la fin de la boucle, on va avancer de 200. On avance de 200. Tac, voilà, 200. Et on trace notre carré. Voilà. Donc l'idée, voilà. L'idée, c'est d'avoir un deuxième carré, bien entendu, mais en évitant ce petit trait. Alors on va essayer de faire ça. Donc pour avoir deux carrés vraiment distincts, voilà ce que j'ai ajouté. Donc ici, j'ai relevé le stylo. Une fois qu'il a dessiné le premier carré, je relève le stylo. Je fais avancer le stylo de 100. Donc il va avancer de 200, pardon. Et là, il va se remettre en position, on va se remettre en position d'écriture. Par exemple, si je fais ça, j'enlève la position d'écriture. Et si j'exécute ce programme-là, en fait, il va tracer mon premier carré. Il va tracer mon premier carré. Voilà. Il va relever le stylo. Voilà. Il va relever le stylo, donc il n'écrira pas. Et il va tracer le deuxième carré, mais bien sûr, vous ne voyez pas les traits puisque le stylo a été relevé. Et dans ce cas-là, il va falloir abaisser le stylo. Donc, je réinitialise tout ça. Et donc, avancer de 200. Et là, je vais lui demander de stylo en position d'écriture. Et là, je vais exécuter. Donc, j'ai mon premier carré. Bien sûr, l'attente d'une seconde, c'est simplement pour voir la décomposition du mouvement. Et donc là, j'ai mon deuxième carré qui est vraiment distinct du premier. Alors bien sûr, on pourrait aussi donner à ce carré-là, au lieu de lui garder la même couleur, on pourrait
le colorier en bleu, en vert, peu importe. On pourrait éventuellement changer son épaisseur. Donc là, il va falloir intervenir dans cette boucle répétée. Donc ici, j'ai rajouté deux blocs. En fait, je vais tracer un premier carré rouge et je vais tracer un deuxième carré bleu avec une épaisseur supplémentaire. Autrement dit, ici, j'ai le stylo en position d'écriture et la taille du stylo est passée de 5 à 10. Et donc, j'aurai un trait beaucoup plus gros, beaucoup plus gras. Et bien sûr, la couleur, elle va passer du rouge au bleu. Donc, je vais exécuter cette boucle 4 fois et je vais donc tracer un carré de couleur bleue et d'épaisseur supérieure au premier carré. Et bien entendu, je vais revenir à ma taille initiale, c'est-à-dire à la taille du stylo, euh, la taille 5. Alors on y va, donc réinitialisation, on exécute le programme et voilà ce que ça fait. Premier carré rouge, donc là je suis toujours dans cette boucle, là je suis dans cette boucle. Là, je vais avancer de 100 en levant le stylo et je vais passer dans ma seconde boucle en bleu. Voilà. Et donc là, je suis dans cette boucle en bleu. Et voilà. Et c'est terminé. Maintenant, si je réinitialise, bien sûr, je vais remettre le stylo à taille 5 et je vais retomber sur ma case de départ. Et bien entendu, le processus reprend. Donc voilà pour la partie mouvement. Alors bien sûr, on peut développer plusieurs séquences, on peut tracer des cercles, on peut tracer des triangles, on peut faire ce qu'on veut. Ok? Donc vous aurez des tutos, des exos à faire là-dessus. On va passer maintenant à une autre rubrique. Et voilà, c'est terminé. Très bien, on va maintenant apprendre à manipuler des quantités, donc effectuer des opérations. Alors, on va prendre un tout petit exercice très simple. Par exemple, on va demander au lutin d'entrer un nombre, puis, donc on va lui demander de calculer le double de ce nombre augmenté de 7. Donc l'élève aura 3 secondes pour penser la réponse, donc il va faire son calcul, et bien sûr, après ces 3 secondes, le lutin lui donnera la réponse. En fait, on va entrer une valeur x, et puis on obtiendra 2 fois x plus 7. Autrement dit, si j'entre 2, j'obtiendrai 2 plus 7, ça fait 9. Et 2 fois 9, ça fait tout simplement 18. Alors voilà comment on peut s'y prendre. Donc ça nous permet de manipuler, cette fois-ci, les variables. Alors première étape, on va définir deux variables. Première variable, je vais l'appeler x. Et je vais faire OK. Je vais créer une seconde variable, je vais l'appeler y. Et je vais faire OK. Bien, c'est parti. Donc, événement. Donc, alors là, bien sûr, on va prendre. Est-ce que c'est suffisamment. Voilà. Très bien. Donc, quand drapeau vert est cliqué. Alors, première étape, il faut capter la valeur. Donc, ici, on va utiliser le bloc, la catégorie capteur. Et donc, ici, on va écrire, le lutin va dire demander. Je vais diminuer un peu. Demander, alors, demander quoi? Entrer un nombre. Donc, je vais taper en toutes lettres. Entrer un nombre. En fait, j'aurais pu dire entrer le nombre x. Et attendre. D'accord? Alors, ensuite, on va donc attendre forcément. Lorsque vous avez cette instruction, le lutin va vous demander d'entrer quelque chose. Donc, vous ne pourrez continuer que lorsque vous aurez indiqué la valeur. Et donc là, dans données, je vais dire que je vais mettre donc la valeur entrée, donc que j'appellerai x, je vais la mettre à réponse. La réponse, vous l'avez dans capteur. Vous avez ici le bloc réponse. Concrètement, ça veut dire que si j'exécute ceci, voilà ce que ça fait. Donc, je vais peut-être grossir un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça fait si j'exécute. Voilà, il me demande entrer un nombre et je ne pourrai avancer que si, bien sûr, j'entre une valeur ici. Bien sûr, lorsque je vais entrer, le programme va s'arrêter puisqu'il n'y a rien après. Ok, donc on revient à on continue.
Donc, une fois qu'on a mis x à la réponse, c'est-à-dire autrement dit, x sera égal à la valeur que l'on aura rentrée, je vais maintenant m'intéresser à y. Alors, on va mettre YA. Alors, attention, je veux que Y soit égal à 2 fois X plus 7. Pour ça, je vais utiliser l'opérateur d'abord multiplier. Mais rappelez-vous, j'ai 2 fois X plus 7. Donc, je vais utiliser l'autre opérateur ici. Et donc là, je vais écrire 2. Et là, bien sûr, je vais chercher la valeur de X. Et je vais rajouter 7. Donc là, si vous regardez bien, j'ai bien ici ma parenthèse. Vous voyez, si je la sors ici, vous voyez, donc ce bloc-là, c'est une parenthèse. Et donc je dis mettre y à 2 fois x plus 7. Bien entendu, j'aurais pu ne pas mettre de variable x, j'aurais pu ne pas mettre de variable x, et tout simplement remplacer le x qui est là, remplacer le x qui est là par la valeur réponse. Ça revient au même. Donc là, je suis allé, je n'ai pas trop de place. En fait, il faut faire ici réponse plus 7, oui. Réponse plus 7 et 2 fois réponse plus 7. Ça donnera exactement, oui, ça donnera exactement la même valeur. Donc cette fois-ci, j'aurai directement la valeur de y. Bon, donc je reprends un peu pour décomposer un peu. Donc on avait dit que on prenait d'abord x, on mettait x, on lui mettait la réponse, et on met y à 2 fois x plus 7. Attention, attention, x plus 7 que je porte ici. Voilà. Donc là, maintenant, si j'exécute mon programme, ben, il ne va pas se passer grand-chose puisque je vais entrer, il va me demander un nombre, je vais lui rentrer 10 et c'est tout. Autrement dit, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura tout simplement calculé y, et y aurait été égal à 10 plus 7, ça fait 17, et 17 fois 2, 34. Le problème maintenant, il faut lui demander de m'afficher la réponse. Alors, on peut effectivement, pour rendre la chose intéressante, c'est donner la possibilité à l'élève de penser à la réponse. Dans ce cas-là, on va effectivement penser à quelque chose. On va dire, par exemple, penser, donc le lutin va dire, quelle serait la réponse? Quelle serait la réponse? Et pour ça, l'élève a 2 secondes, 3 secondes, le temps qu'il faut. Bon, là, on va lui donner 3 secondes pour réfléchir. Et une fois qu'il aura réfléchi, on va demander de proposer la réponse. Donc, on va demander au lutin de nous proposer la réponse. Donc, pardon. Donc ici, on me demande de penser quelle serait la réponse. Là, on demande à l'élève proposer une réponse. Proposer une réponse. Proposer une réponse. Donc l'élève va dire par exemple 5, 6. Il va bien sûr entrer une valeur. Et bien sûr, alors maintenant, on va demander d'afficher la réponse, donc apparence. Alors, dire. Alors là, je vais vous montrer un onglet qui est très intéressant. C'est l'onglet, donc ici dans Opérateur, Regroupe. Donc je le mets comme ça. En fin de compte, je vais lui demander de me dire la réponse ici, donc la réponse.
Je vais taper ici du texte. La réponse attendue. La réponse attendue. Et bien sûr, la réponse attendue est 2 points. Je vais laisser un peu d'espace. Et là, la réponse que je veux, c'est mon Y. Rappelez-vous, la réponse, c'est Y. Donc là, je vais mettre à la place de ce texte, je vais mettre Y. Et donc, je vais mettre ici le regroupe. Et voilà. Et donc là, c'est pendant 2 secondes. On peut mettre 3 secondes. On peut mettre ce qu'on veut pour laisser le lutin le temps d'afficher la réponse. Alors donc, je vais diminuer un peu pour que vous voyez la totalité du programme, du script. Donc, je répète. On va demander un nombre. Ce nombre-là, on va le mettre dans X. Ensuite, on va demander Y. On va mettre Y égale à 2 fois le nombre plus 7. On va penser la réponse, on va proposer une solution. Et bien sûr, le lutin va nous donner la bonne réponse. Par exemple, je vais rentrer 5. La réponse devrait être de 5 plus 7, ça fait 12. Et 12 fois 2, ça fait tout simplement 24. Alors, on y va. Je vais grandir un peu la scène. Et voilà. Donc, entrer un nombre, on va dire 5. Quelle serait la réponse? Donc moi je pense de tête, j'ai suffisamment de temps. Et là je vais proposer une réponse. Je vais par exemple dire, je ne sais pas moi, 13. J'ai fait un calcul. Et non, la bonne réponse, la réponse attendue, c'était bien sûr 24. Donc je le relance une autre fois. Je rentre par exemple, cette fois-ci on ne va pas se tromper. Je vais prendre comme valeur 10. 10 plus 7, ça fait 17. Et 17 fois 2, ça fait 34. Donc je vais rentrer 10. Quelle serait la réponse? Ben, on a dit 34. La réponse attendue est bien 34. Voilà. Donc voilà pour une autre petite séquence. Alors ici, je vais réduire un peu pour vous remontrer le programme. Voilà, un peu plus grand. Voilà. Parfait. Bien, on va maintenant utiliser l'instruction donc si alors. Alors par exemple, on va prendre un exemple. On me demande d'écrire un programme qui vérifie la parité d'un nombre. Donc on va entrer un nombre et on va dire si ce nombre est pair ou impair. Alors, étape numéro 1, bien entendu, on va d'abord créer une variable qu'on appellera x. Alors, on va donc démarrer notre programme avec événement. Donc, quand le drapeau vert est cliqué. Alors, on va demander d'entrer un nombre. Pour ça, on va prendre le bloc capteur. Donc ici, on va dire entrer un nombre entier. Entrer un nombre entier. Ensuite, on va mettre bien sûr x, il va prendre la réponse, donc x va contenir la réponse, donc capteur réponse. Et donc là, on va utiliser donc la condition si alors. Donc on va dans contrôle et on choisit le si alors sinon. Si alors sinon. Alors ici, il y a une fonctionnalité qu'est-ce que c'est un nombre pair? C'est un nombre qui est divisible par 2. Un nombre divisible par 2 est pair. Pour ça, il existe un opérateur modulo qu'il faut absolument connaître. Donc, lorsque vous écrivez, par exemple, pour un nombre pair, vous direz par exemple que 24 modulo 2, 24 modulo 2 est égal à 0, puisque le reste est nul. 25 modulo 2 sera égal à 1, parce que 25 n'est pas divisible par 2. Autrement dit, un nombre est divisible par 2 si son reste est égal à 0. Et le reste, vous l'avez avec l'opérateur modulo. Donc quand je vais taper par exemple ici, je vais taper 25 modulo 2, ben, ça me renverra 1, puisque le reste de la division euclidienne de 25 par 2, c'est 1. En revanche, si je tape 28
modulo 2, ça me renverra 0 parce que 22 est un nombre pair. Donc la fonction modulo vous donne le reste de la division euclidienne, donc de 28 par 2. Donc, comme le reste de la division euclidienne de 28 par 2, c'est 0, alors 28 est bien sûr divisible par 2, donc ce nombre-là est pair. Alors ici, on va donc tester, est-ce que la valeur x, est-ce que le nombre entré est pair? Donc ici, je vais aller dans modulo, donc là j'ai x modulo 2. Je veux que x modulo 2 soit égal à 0. Et pour ça, je vais utiliser l'opérateur égal. Alors attention ici, le si, vous voyez, c'était un petit, il faut que ça puisse rentrer. Vous voyez, là, ça ne rentre pas. Vous voyez, parce que ce n'est pas la même forme. Donc ici, je vais entrer x modulo, et donc là, j'ai x modulo 2 égale combien? Égale 0. Donc, si cette condition est vérifiée, alors, bien sûr, le lutin va me renvoyer comme message le nombre est pair. Donc, dans ce cas-là, je vais dans apparence et dire le nombre est pair. Sinon, bien sûr, si x modulo 2 n'est pas égal à 0, si x modulo 2 est égal à 1, par exemple, eh bien, bien sûr, ça ne peut qu'être égal à 1, puisque le reste de la division par 2, c'est soit 0, soit 1. Donc, sinon, ben, dire le nombre est impair. Le nombre est impair. Alors, on va tester ça. Donc, je vais le pousser un peu vers la gauche. Donc, voilà, j'entre un nombre. Cliquez, il me demande un nombre. Donc là, vous ne le voyez pas. Je vais grossir un peu. Donc, je vais rentrer par exemple 28. 28 est pair. Le nombre est pair. Je vais réexécuter le programme. J'entre 101. 101 est impair. Et donc, le nombre, bien sûr, affiché est impair. Je vous propose d'améliorer un peu vous voyez, le rendu n'est pas terrible parce que ça me donne, on ne me dit pas quel nombre. Donc, je vais essayer d'améliorer un petit peu cette rubrique, le rendu, c'est-à-dire ce que dit le lutin. Alors, je vais employer, donc, c'est très intéressant, l'opérateur, donc, l'opérateur regroupe. Donc, ici, regardez bien, je vais regrouper, je vais dire, le lutin va me dire, le nombre, donc en toutes lettres, le nombre, et puis me donner la valeur, donc la valeur de x, est pair. Et pareil, le nombre, la valeur, est impair. Alors, regroupe donc le nombre, donc là je vais taper le nombre, et je vais mettre un deuxième regroupe. Oui, un deuxième regroupe. Et donc là, je vais avoir quoi? Alors là, je n'y suis pas tout à fait. Voilà, donc ici, alors, je ne dis pas de bêtises. Donc, je veux dire le nombre, donc ici, le nombre, alors, le nombre x, et là je vais taper et pair. Alors là je vais laisser un petit espace, et là je vais laisser un petit espace, et je vais le positionner ici. Donc vous voyez bien que ça ne rentre pas, pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut rentrer ici, pendant 2 secondes, et voilà. Et je vais maintenant le positionner, et je vais juste l'exécuter pour voir ce que ça fait. Alors donc je vais cette fois-ci rentrer un nombre pair,
Alors, bien sûr, j'entre un nombre, je vais rentrer 20. Et bien là, vous voyez, le nombre 20. Alors, je vais essayer de faire durer un peu plus longtemps parce que c'est pas assez long. Donc, je vais le mettre pendant 4 secondes. Et donc, je vais réexécuter. Je vais réexécuter mon programme. Donc là, je vais rentrer un nombre entier, 28. Et là, bien sûr, ça me reprend le nombre 28 est pair. Vous voyez. Donc, je vais compléter mon script et recopier, dupliquer ce bloc, vous voyez. Je vais le dupliquer et cette fois-ci, je vais écrire le nombre, bien sûr, est impair. Impair. Et je vais donc supprimer cette, voilà, et je vais mettre ça à la place. Et maintenant, on va exécuter le programme. Donc, je l'exécute. J'entre par exemple 84 et ça me renvoie le nombre 84 est pair. Je réexécute le programme. Je rentre le nombre 103. Et bien sûr, le nombre 103 est impair. Donc, je vous remontre le programme pour que vous l'ayez. Voilà, il est là. Donc là, il y a pas mal de fonctions. Et rappelez-vous la fonction x modulo vous renvoie le reste de la division euclidienne de x par le nombre que vous mettez là. Donc si vous écrivez a modulo b, ben, ça vous renverra le reste de la division de a par b. D'accord? Le reste de la division de a par b. Alors pour être sûr que la fonction modulo est comprise, on va faire un autre petit exo, hein, ce sera vraiment utile. Alors voilà ce qu'on va faire. Donc on va afficher le reste de la division euclidienne d'un nombre petit a par un nombre petit b. Et ensuite on va afficher le message suivant. Si le reste donc, de cette division de a par b est nul, alors on dira que b est un diviseur de a. Autrement dit, ou bien que a est un multiple de b, mais on va plutôt écrire que b est un diviseur de a. Alors c'est parti. Donc étape numéro 1, on va créer cette fois-ci 3 variables. On va créer une variable pour le nombre petit a, l'entier petit a. On va créer une deuxième variable pour petit b, le diviseur petit b. Et on va créer une troisième variable qu'on va appeler r pour le reste. Je peux l'écrire en toutes lettres, mais je vais écrire petit r. Voilà. Petit r. OK. C'est parti. Donc maintenant, événement. Donc quand drapeau vert est cliqué. Alors, très bien. Ensuite, on va donc demander d'entrer le dividende petit a. Donc ici, on va capter donc le dividende petit a. Donc ici, on va écrire entrer le dividende petit a. Entrer le dividende petit a. Et attendre la réponse. Bien sûr, ensuite, on va mettre petit a. On va capter la réponse. Donc, on va mettre petit a à réponse. Petit a capteur réponse. On va, au lieu de recopier, on va dupliquer ces deux blocs et on va les porter ici. Et donc là, au lieu de demander le dividende, je vais écrire le diviseur petit b. Petit b. Ensuite, on va bien sûr mettre le petit b à réponse. Donc là, je vais entrer le dividende. On va me demander le diviseur. Alors, est-ce que la durée est suffisante? Je ne sais pas. J'ai mis et attendre. OK. Alors, maintenant, on va effectuer la division
de A par B et on va afficher le reste. D'accord? Donc, pour trouver le reste, on va dire mettre le reste A. Alors, rappelez-vous la fonction modulo. Qu'est-ce qu'elle fait? Quand j'écris A modulo B, ça veut dire, ça me renverra le reste de la division de A par B. Donc, je vais opérateur et je vais choisir modulo. Et donc là, je vais taper petit a modulo B. Ça me fera la division de A par B. Et bien sûr, A modulo B me renverra le reste de la division de A par B. Donc mettre R A modulo B. Ça veut dire que R sera égal au reste de la division de A par B. Et maintenant, dans un premier temps, je vais simplement afficher ce reste. Et pour ça, je vais bien sûr aller en apparence et dire. Alors dire, je peux écrire dire le reste, mais dire que la valeur, ça serait pas très joli. Et ce serait pas bien d'écrire ici, si là j'écris petit r, voilà, j'écris petit r, donc si je fais un petit test, si je divise, si j'entre donc le premier nombre, j'entre le dividende, par exemple je divise 12, donc ça c'est le dividende. Le diviseur, je vais le diviser par 12 divisé par 5. Donc 12 divisé par 5, il va me rester 2. Et ça m'affichera 2. Mais je n'ai pas de légende. Je vais essayer d'améliorer cet affichage. Donc je vais lui demander de dire, ne pas dire R, mais de faire un regroupement. Donc je vais regrouper. Et je vais regrouper quoi? Je vais dire le reste. Donc là, je vais taper le reste de la division de petit a par petit b et deux points, je vais laisser un espace et bien sûr à côté je vais diminuer un peu pour que vous puissiez voir et là je mets R. Je monte un peu, voilà. Et là je mets R, donc regroupe le reste de la division et là je vais l'indiquer ici, dans dire. Et pendant combien de temps? Là, j'ai dit pendant 2 secondes, je vais laisser pendant 4 secondes. Je vais grossir un peu, voilà, et voilà. Donc ici, on va exécuter maintenant le programme. Donc là, je vais lancer. Il me demande petit a, je vais lui rentrer 35. Il me demande petit b, je vais lui rentrer 8. Et bien sûr, il m'affiche le reste de la division de a par b et 3. Alors, pour essayer de compléter, on va essayer de compléter un peu cette séquence, d'enrichir un tout petit peu. Ça nous permettra d'introduire une autre condition, mais qui est plus simple que la précédente. Tout à l'heure, c'était si, alors, sinon. Maintenant, on peut effectivement introduire une autre instruction qui est si, tout simplement. Si, alors. Donc ici, voilà ce qu'on va dire. Si le reste de la division de a par b est égal à 0, autrement dit, si a modulo b égale 0, donc si r égale 0, on dira que b est un diviseur de a, ou alors on dira que a est un multiple de b. Donc je vais plutôt écrire que b est un diviseur de a. Donc pour ça, je vais prendre la boucle si alors, voilà, si alors, si r est égal à 0, donc je vais prendre l'opérateur égal. Donc si le reste, si petit r est égal à 0, donc là je tape 0, donc si petit r est égal à 0, alors, et là je vais dire un texte, je vais dire quoi? Je vais dire que b est un diviseur de a, donc je vais écrire dire, alors, mais bien sûr je vais utiliser la fonction regroupe. Alors je vais dire b, alors je vais regrouper deux fois. Je vais dire
B, alors, je vais écrire d'abord comme ça, à part, regroupe, donc un autre regroupe, voilà un deuxième, comme ça. Donc là, je vais taper, je vais dire B, B. Là, je vais taper en toutes lettres, est un diviseur. Alors, je vais laisser un petit espace. Voilà. Est un diviseur. Est un diviseur de. Et là, je vais taper A. Je vais récupérer la variable A que je vais porter ici. Et voilà. Donc là, je vais diminuer un petit peu pour essayer de garder ça pendant 4 secondes pour que vous puissiez lire le message final. Je vais, voilà, voilà, donc c'est plus, vous le voyez. On va donc l'exécuter cette fois-ci. Et voilà ce que ça donne. Donc j'exécute. Alors, voilà, donc c'est parti. Donc on va rentrer par exemple le 128, n'est-ce pas? On va rentrer le diviseur B 27. Et bien sûr, le reste de la division de A par B est 20. Et voilà ce que on a amélioré. Donc là, je reviens. Et puis, voilà le programme en entier. Cette fois-ci, on va entrer deux nombres et on va les ranger dans l'ordre croissant. Donc on va rentrer deux nombres, par exemple 37, 12, ça va me le mettre 12, 37. On va rentrer 18, 27, ça me conservera 18, 27. Bien sûr, avec deux nombres, c'est relativement simple. Ça se complique à partir de 3, 4, etc. Donc il y a une, toute une littérature sur ce qu'on appelle le tri. Il y a plusieurs techniques, mais donc on va simplement utiliser deux nombres pour montrer un peu euh, comment les boîtes reçoivent des valeurs, comment on interchange les valeurs, etc. Alors, on est parti. Donc, première étape, on va définir donc deux variables. Alors, on va définir donc deux variables. Une variable A, une variable, on va définir plutôt trois variables, puisqu'on va prendre une variable intermédiaire. Donc ça, c'est le premier nombre, petit a. On va créer une deuxième variable, c'est le deuxième nombre, petit b. Et on va créer une troisième variable qu'on appellera petit c, qui sera une variable intermédiaire, qui servira de variable auxiliaire. Vous allez comprendre le principe. Donc, étape numéro 1, on va donc, au départ, bien sûr, notre drapeau vert cliqué. Grossir un peu. Voilà. Donc, demander le nombre A. Donc, vous avez compris maintenant, on va capter la première, réponse. Donc, demander, entrer le nombre A. Voilà, là, je tape, c'est un peu plus court, entrer petit a. Hein. Bon, allez, entrer le nombre A, le nombre petit a. Bien sûr, mettre petit a à réponse, mettre petit a à réponse. On commence à comprendre ça. On va pareil dupliquer ces deux blocs, on va les dupliquer. Donc on va les coller ici. Et donc là, on va entrer le nombre B. Et là, bien sûr, on va mettre B à réponse. Donc je vais entrer le nombre A, je vais entrer le nombre B. Alors, je vais donc fixer une condition. Donc si alors. Alors, si alors. Si petit a est plus grand que petit b. Regardez bien. Donc si petit a est plus grand que petit b, donc l'opérateur plus grand strictement. Donc si petit a est plus grand que petit b, ça veut dire que petit a devait être devant b. Donc qu'est-ce qu'on va dire?
on va ici dire mettre, C, on va prendre dans la valeur tampon, la variable C, on va lui attribuer petit a. Donc dans C, dans la boîte C, dans le registre C, nous avons petit a. Nous avons affecté à petit c la valeur a. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, on va intervertir l'ordre. C'est-à-dire que B, on va l'appeler A. B, on va l'appeler A. Ou plutôt A, on va l'appeler B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans A, dans la boîte A, je vais mettre petit b. Et oui, je vais remplacer petit a par petit b. Vous avez compris? Pour inverser l'ordre. Et bien sûr, on va mettre, bien sûr, dans la valeur, la boîte, donc la variable b, on va lui affecter la valeur c. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a interverti a et b. Voyez? On a mis a dans c. Vous voyez? On a mis a dans c. Et on a repris le c, c'est-à-dire le a, on l'a mis dans b. Et bien sûr, on a interverti le a et le b. Donc, voilà pour la première partie. On va diminuer un peu pour voir là. Maintenant, il faut afficher le résultat. Donc, apparence, dire. Alors, dire pendant quelques secondes. Dire quoi? Dire. Alors, on va simplement dire ceci. On va regrouper deux fois. Regroupement une fois. Regroupement deux fois. Et on va donc écrire ceci. On va écrire regroupe. Donc, on va écrire ranger dans l'ordre croissant. Alors ici, il faudrait que je rajoute une autre. Ça serait. Alors je vais diminuer un peu parce que là on n'a pas de place. Alors ranger dans l'ordre croissant. Donc là, il me faut écrire petit a avec séparer le petit a du petit b. Donc je vais rajouter un autre regroupe ici que je vais mettre là. Et donc là, je vais écrire ranger dans l'ordre croissant. Donc là, bien sûr, je vais mettre petit a, puisque petit a est la plus petite valeur. Et bien sûr, ici, je vais mettre point virgule. Et je vais mettre un espace avant et un espace après. Et là, bien sûr, là, je vais mettre petit b. Voilà. Et je vais le mettre ici. Voilà mon programme. Je vais l'exécuter. Alors voilà ce qu'il va faire. Donc ici, il me demande d'entrer le nombre A. Je vais entrer par exemple 78. Ensuite, il me demande le nombre B. Je lui rentre un nombre plus petit. Je lui rentre 23. Donc 78 est plus grand que 23. Et là, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va les intervertir. Donc ranger dans l'ordre croissant, ou c'est assez rapide. Je vais essayer d'augmenter un peu la durée ici et la mettre à 6 secondes. Et l'affichage n'est pas très très joli. Donc là, l'ordre croissant. Non. Alors, dans l'ordre. Bon, donc ça, c'est vraiment de la mise en forme, hein. Je ne devrais pas insister là-dessus. Voilà. Et puis, voilà. Bon, je vais réexécuter. Alors, donc ici, je vais rentrer 28. Alors, c'est reparti. Alors, 28, 79. Donc là, vous voyez, il nous a rangé 28, 79. Je reprends. Cette fois-ci, je vais commencer par un. Oui, parce qu'il attend 6 secondes. Voilà.
Alors, on y va. Donc ici, je vais rentrer 778. Là, je vais rentrer un nombre plus petit, 25. Et là, il va les inverser. Voilà. Voilà pour la séquence. Donc, l'intérêt de tout ça, ce genre de tuto, c'est simplement pour vous habituer à tous ces scripts et que vous puissiez vous-même essayer de bâtir des petits programmes qui sont intéressants. Mais de toute façon, il faut savoir qu'au CRPE, on ne vous demandera pas des choses trop compliquées. Alors, séquence un peu plus difficile, on va, dans ce programme-là, euh, simplifier une fraction. Donc, on va entrer le numérateur petit a, on va entrer le dénominateur petit b, d'accord? Et on aura une variable, donc ça c'est la première variable, la deuxième, et on a une troisième variable qu'on appellera petit d, et cette variable petit d, elle va nous servir de diviseur, elle va prendre des valeurs successives, elle va être égale d'abord à 2, puis elle va être égale à 3, puis à 4, elle sera incrémentée au passage de la boucle, elle sera incrémentée de 1, de façon systématique. Va être D va être égal d'abord à 2, puis à 3, puis 4, puis 5, puis 6. Mais attention, pas de façon indéfinie. D, bien sûr, on va répéter l'opération jusqu'à ce que D dépasse A ou que D dépasse B. Si D dépasse A ou D est plus grand que B, le processus va s'arrêter. Et qu'est-ce qu'on va faire avec petit d? On va diviser petit a et petit b successivement par la valeur prise par d. Donc on va d'abord diviser a par 2, on va diviser b par 2. Et donc pour le moment, ça voudra dire que 2 est plus petit que a et que 2 est plus petit que b. Ensuite, on va diviser petit a par 3 et petit b par 3. Attention, lorsqu'on va diviser a par 2 et b par 2, on regarde si d divise a, donc si 2 divise a, et si 2 divise b, alors qu'est-ce qu'on va remplacer? On va remplacer petit a et petit b par le quotient de a par 2 et par le quotient de b par 2. Donc on a déjà simplifié par 2. Et donc maintenant, on va incrémenter le diviseur, on va passer de 2 à 3. On va donc tester petit a divisé par 3, petit b divisé par 3. Bien sûr, si petit d divise, si 3 divise a et si 3 divise b, on prendra le quotient de la division de a par 3 et de b par 3. Et on va continuer ainsi de suite. Bien entendu, si ça ne marche pas pour 3, on passera à 4 et à 5. Mais on va s'arrêter, l'opération va s'arrêter dès que D sera plus grand que A ou que D soit plus grand que B. Alors, donc j'ai écrit le script assez rapidement donc ici. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'était pas facile. Donc ici, nous avons nos variables. Variable petit a, petit b et petit d. Alors, ici, on va demander d'entrer le numérateur. Donc, petit a est égal à la réponse. Donc, le petit a, c'est mon numérateur. On va demander d'entrer le dénominateur. Et donc, petit b, ce sera mon dénominateur. On va initialiser la variable d, qui va me servir de diviseur successif. On va bien sûr démarrer avec d égale 2. Bien sûr, on ne va pas démarrer avec d égale 1, puisque tous les nombres sont divisibles par 1. Donc, on va démarrer avec 2. Regardez bien la boucle répétée. Vous la voyez ici, répétée. Répétée jusqu'à ce que D soit plus grand que A ou D plus grand que B. Autrement dit, dès que D dépasse A ou que D dépasse B, on arrête. D'accord? Donc on répète jusqu'à ce que D dépasse A ou, pas et, ou D dépasse B. Alors, étape numéro 1. On va donc faire la division. On va donc chercher le reste de la division de A par D. Si le reste de la division de A par D, donc si A modulo D égale 0, autrement dit si A est divisible par D,
Et si B modulo D égale 0, autrement dit, si B est divisible par D, ça veut dire que D divise à la fois A et B. Donc, je peux simplifier par D. Rappelez-vous, D est égal à combien? À 2 au départ. À 2 dans ce premier passage. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, on va mettre à la place de A, on va mettre le quotient de A par D. Et on va remplacer B par le quotient de B par D. Si, bien sûr, A n'est pas divisible par D, ou bien si B n'est pas divisible par D, alors on va mettre quoi? On va mettre D, on va le remplacer par quoi? Par D plus 1. Donc le D va passer à 3. Et on répète l'opération ainsi. Et donc après, une fois qu'on a terminé, on va donc dire quel est le petit a et dire quel est le petit b. Alors on va lancer le programme. Donc, entrer le numérateur. Je vais rentrer par exemple 36 au numérateur. Entrer le dénominateur, je vais rentrer, je ne sais pas moi, 24. Donc 36 au numérateur, 24 au dénominateur. Ça veut dire que c'est réductible par 6, ça devrait me faire, non, c'est réductible par 12, ça devrait me faire 3 demi. Donc 3 au numérateur et 2 au dénominateur. Et le numérateur est égal à 3 et le dénominateur est égal à 2. Prenons par exemple une fraction qui n'est pas réductible. Par exemple, je vais rentrer 19 au numérateur et 3 au dénominateur. Elle n'est pas réductible. Eh bien, le numérateur est égal à 19 et le dénominateur est égal à 3. Et je peux rentrer les valeurs que je veux, 1258 pour mon numérateur, 48 pour mon dénominateur, le numérateur est 629 et le dénominateur est 24. Donc je vous remontre cette... Je vais essayer de la grossir un tout petit peu pour que vous puissiez le reproduire éventuellement. Voilà. Je grossis un peu la séquence. Voilà. Pour que vous puissiez le refaire tranquillement chez vous. Voilà. Voilà. C'est trop. Très bien. Très bien, donc on va finir avec une dernière séquence, encore une fois qui n'est pas qui n'est pas trop facile, mais en prenant un petit peu de temps, vous pourrez en solitaire la comprendre. Donc on va essayer d'entrer un nombre et on va construire un programme qui va nous dire si ce nombre est premier. Et bien sûr, on va aussi afficher le nombre de diviseurs de ce nombre. Je vous rappelle qu'un nombre premier est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. Donc forcément, dans le processus, si le nombre a 3 diviseurs, c'est qu'il n'est pas premier. S'il a 5 diviseurs, c'est qu'il n'est pas premier. OK? Donc, j'ai écrit directement le programme. Je vais essayer de vous l'expliquer. Et donc, essayez plutôt de le refaire tranquillement chez vous. Donc ici, j'ai 3 variables. J'ai la variable x qui est le nombre. J'ai une valeur d que je initialise à 1. Petit d, c'est les fameux diviseurs successifs. Je vais diviser par 1, je vais diviser par 2, par 3, etc. OK? Et ici, j'ai une variable qui est le nombre de diviseurs. Au départ, le nombre de diviseurs est 0. Autrement dit, à la fin, si ce nombre de diviseurs est égal à 2, je dirai que le nombre est premier. Si le nombre de diviseurs est égal à 3, bien entendu, je répondrai ce nombre n'est pas premier. Donc, première étape, demander un nombre. Donc, ce nombre-là, on le met à réponse. Au départ, en valeur initiale, petit d est égal à 1. Le nombre de diviseurs est égal à 0. Alors, regardez bien la fameuse boucle qu'on va répéter jusqu'à. Donc, on va répéter ce processus-là tant que x est inférieur à d. Non, jusqu'à ce que x devienne inférieur à d. Autrement dit, dès que la valeur par laquelle on veut diviser
x est supérieur à x, on arrête. Donc on va répéter jusqu'à ce que x devienne plus petit que d. Alors on commence. Si x modulo d égale 0, autrement dit si x est divisible par d, rappelez-vous, x modulo d égale 0, ça veut dire que d est un diviseur de x. Donc si x est divisible par d, alors regardez bien, ça veut dire que d est un diviseur. Donc le nombre de diviseurs, il va passer de 0 à combien? À 1, puisqu'on a ajouté un nombre de diviseurs, on a ajouté 1. À chaque fois qu'on trouvera un diviseur, on va incrémenter la variable nombre de diviseurs. Donc je répète, si d est divisible par, si x est divisible par d, alors le nombre de diviseurs est égal à 1. Et maintenant, on va tester le diviseur suivant. Donc là, forcément, d est, d est égal à 1. Est-ce que x est divisible par 1? La réponse est oui. Donc le premier diviseur, c'est 1. Le premier diviseur, c'est 1. Maintenant, d, on va le passer, il va prendre quelle valeur? Il va être incrémenté dans la boucle. D va être égal à quoi? À d plus 1. Donc d va être égal à 2. D va être égal à 2. Et on pose la question, est-ce que le nombre x est plus petit que 2? Par exemple, admettons que x soit égal à 17. Est-ce que 17 est plus petit? Est-ce que 17 est plus petit que 2? La réponse est non. Donc je continue. Je vais donc calculer x. Je vais faire la division de x par 2. Si je trouve 0, ça veut dire que 2 est un diviseur. Donc le nombre diviseur va passer à 2. Je vais maintenant après tester 3 et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la valeur de d dépasse x. Et une fois que cette condition est respectée, je sors de la boucle. Et donc, maintenant, je dis quoi? Si le nombre de diviseurs est égal à 2, rappelez-vous, le nombre de diviseurs, c'est toutes les valeurs que l'on a déterminées à chaque fois que x est divisible par d. Donc, si le nombre de diviseurs est égal à 2, alors dire x est un nombre premier. Sinon, dire x n'est pas un nombre premier. Donc, je vous laisse le temps de réécrire ce script sur votre logiciel et le faire tourner. Donc, je vais le réduire un petit peu pour vous montrer comment il tourne. Alors, là, je vais réduire ceci. Voilà, pour que vous puissiez le voir. Donc, voilà. On va donc exécuter ce programme. Je vais entrer donc ici, vous voyez, je remets ici, donc, choisir un nombre. On va dire 78, d'accord? 78 n'est pas un nombre premier. Le nombre de... C'est assez rapide. Je vais essayer de réduire la cadence. Donc pendant ici, je vais mettre pendant 5 secondes. Et là, je vais mettre 5 secondes. Et là, je vais aussi mettre 5 secondes. Comme ça, on a le temps de lire les réponses. Alors, on y va. On va réexécuter notre programme. Alors, choisir un nombre. On va rentrer, par exemple, 84. 84 n'est pas un nombre premier. 5 secondes. Le nombre de diviseurs est 12. C'est-à-dire 84 admet 12 diviseurs. Alors, cette fois-ci, je vais rentrer un nombre que je sais premier. Si j'entre 31, 31 est un nombre premier. J'entre, je vais tester 129. 129 n'est pas un nombre premier. Le nombre de diviseurs est 4. 129 admet 4 diviseurs. Voici donc, ceci complète la séquence Scratch. J'espère que
les deux dernières séquences étaient plutôt difficiles, mais je vous recommande vivement de les réécrire chez vous et de voir effectivement comment elles répondent à vos questions. Voilà. Écoutez, à très bientôt et on est vendredi 5. J'ai commencé jeudi 5. C'est une vidéo qui est relativement longue. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, bonne année 2018.